Salut à tous, bienvenue dans 3-5-2. Vous connaissez le principe de l'émission qui se base sur les stats, les chiffres les plus importants du week-end pour analyser déjà toutes les rencontres auxquelles vous allez avoir droit durant le week-end. Avec nous aujourd'hui autour de la table, Xavier Giraudon. Salut Xav. Ça va? Ça va et vous? On est très heureux de vous recevoir dans 3-5-2. Idem. Deuxième de la saison avec Vincent Tricoli également qui est avec nous, Hugo Capeller et Mathias Manteghetti. Tout de suite, on s'intéresse au sommaire de cette émission. Évidemment, on va parler du Paris Saint-Germain qui est en déplacement sur la pelouse de Nice dimanche à 13h. Des Parisiens convalescents. Une victoire en 3 matchs, des suspendus, des blessés avec ou sans Kylian Mbappé. On en parle dans 3-5-2. Nouveau directeur sportif, nouvel entraîneur, des recrues et des nouvelles ambitions. Monaco peut-il terminer sur le podium? Deuxième thème de l'émission, on en discutera. Et puis vous connaissez la rubrique du scouting, analyse et décryptage d'un joueur d'avenir. Cette semaine, Bilal Brahimi du Mans en palette avec Mathias Manteghetti. Et puis, c'est le choc du week-end, Chelsea-Liverpool, dimanche à 17h30 sur Canal+ Sport. Les Blues peuvent-ils battre les Reds, champions en titre? Débat, chiffres à l'appui. Et on commence tout de suite cette émission avec donc le Paris Saint-Germain. Honneur aux champions qui a mal débuté, messieurs, depuis le début de la saison. Des champions de France qui ne sont qu'à une seule victoire et 3 points en 3 matchs. Et déjà s'approche petit test face à Nice, une des équipes qu'on annonce comme une équipe outsider de ce championnat. Regardez, Nice-Paris Saint-Germain, ce sera dimanche à 13h en direct sur Canal. Le PSG, une victoire en 3 matchs, un but marqué en 3 rencontres. C'est un début de saison compliqué, Hugo. Oui, on a fait un graphique qui relate un peu le début de saison très compliqué des Parisiens. Vous allez voir avec une ligne qui montre le nombre de points pris par le Paris Saint-Germain depuis le début de l'RQSI et le nombre de buts marqués. Alors vous le voyez, en 2020-2021, seulement un but marqué, c'était le but de Julian Draxler mercredi contre Metz qui a donné la victoire au Paris Saint-Germain, donc 3 points. Il faut remonter à 2012-2013 sous Carlo Ancelotti pour retrouver trace d'un début de saison très compliqué. Les Parisiens avaient fait 3 matchs nuls contre Lorient, Ajaccio et Bordeaux. Donc voilà, il faut rattraper le coche dès dimanche. Donc 3 points, un seul but marqué sur 3 matchs, 4 si on compte en plus le dernier match officiel avant le début de la saison, c'était la finale Ligue des Champions face au Bayern. Est-ce qu'on peut parler de problème offensif, Vincent ? De toute façon, déjà, c'est un début de saison un peu inédit sous QSI pour le PSG. Voilà, il y a eu cette finale de Ligue des Champions avec le championnat qui était censé commencer le même week-end. Ça a un petit peu chamboulé les choses. Le Covid au sein du groupe du PSG aussi a chamboulé le 11 à Lens, a chamboulé aussi pendant le Classico. Donc voilà, c'est vrai que toutes ces données-là font que Paris a perdu beaucoup de repères et doit petit à petit retrouver ces repères-là, les joueurs et donc une équipe complète. Avec ce chiffre, surtout 42, c'est le nombre de tirs nécessaires au Paris Saint-Germain pour inscrire son premier but cette saison en Ligue 1. Quand on se rappelle que 3 avaient suffi en 2019-2020, c'est quand même un chiffre Mais c'est une saison parlant. à part. On a regardé les 3 attaques du PSG depuis le début du championnat. À chaque fois, c'est 3 attaques différentes. Il n'y a jamais Neymar, Mbappé et jamais en forme, ou malade et autres. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Il y a une décompression logique liée à la Ligue des Champions. On avait préparé l'équipe pour être prête dans ce Final 8. Il y a une décompression. Est-ce que physiquement, il y a un contre-coup, c'est possible? Là, ce serait plus gênant. Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'absence de vrais neufs. Il va falloir recruter au Paris Saint-Germain parce que le talent est là, l'équipe va remonter, les jeunes vont prendre peut-être le pouvoir, mais on ne peut pas faire la saison avec un Icardi sur une jambe et avec Choupo-Moting en pointillé, ça ne marchera pas. On sait que Neymar peut avoir des gros trous dans une saison. Ce n'est pas maintenant qui m'inquiète pour le Paris Saint-Germain, c'est l'automne qui arrive. Et l'automne commence maintenant à Leonardo d'être très bon. Ouais, maintenant, vous en parliez, ce sera peut-être dimanche et le retour donc de Kylian Mbappé qui n'a toujours pas joué en Ligue 1 cette saison. Paris qui n'arrive pas offensivement pour les raisons que vous avez expliquées, messieurs, mais qui a aussi du mal, ou en tout cas qui est un petit peu nerveux ce début de saison, avec un chiffre qui le montre bien, Mathias. Oui, qui est très nerveux, on va le voir surtout en comparaison avec les années précédentes. 4, c'est le nombre donc, de cartons rouges reçus par le PSG lors des 2 derniers matchs de Ligue 1, autant que sur les 62 matchs précédents. 62 matchs, c'est une saison plus 2 tiers d'une autre saison, avec seulement 4 carton rouge. Et là, cette fois, il n'y a eu que 2 matchs, mais il faut aussi le remettre en perspective. Il y a eu l'échauffourée face à l'Olympique de Marseille, où il y a 3 cartons rouges sur ces 4. Oui, et puis ça peut être aussi lié à ce début de saison compliqué. Vous êtes un petit peu plus nerveux. On ne maîtrise pas. Vous êtes habitué à avoir la mainmise sur le jeu, à être pas suffisant, mais être meilleur que l'adversaire. Et tout à coup, vous savez, vous déjà, que physiquement, vous n'êtes pas prêt, que vous n'avez pas vos armes. Et vous voyez des équipes inférieures qui vous rentrent dedans au propre, comme au figuré, parce que c'est le jeu, et on n'y est pas prêt. Ça arrive à Paris Saint-Germain, mais c'est arrivé au Real Madrid, à Barcelone, parfois en Liga également. C'est l'apprentissage de l'après-Ligue des Champions pour Paris. Vincent. On a l'impression que quand les matchs se tendent,
c'est souvent que Paris perd un petit peu ses moyens quand le match ne va pas dans son sens. On se rappelle d'un match à Nice où il y avait eu 2 expulsés il y a 2 saisons côté Paris Saint-Germain. Le match contre Lyon aussi. Et il y avait de la au Parc fatigue des aussi Princes. à cette époque, Voilà, rappelez-vous. donc, quand les choses ne vont pas dans le sens du PSG, on sent qu'il y a de la tension, il y a toujours des expulsions et des réactions qui ne sont pas appropriées. Après, pour Hugo. nuancer un peu, pour le 4e carton rouge, notamment celui d'Abdou Diallo contre Metz, il avait fait seulement 2 fautes dans le match. Le 2e carton jaune, on peut juger qu'il est c'est un peu compliqué de mettre le 2e jaune. Donc voilà, évidemment que les 3 cartons rouges sont justifiés contre Marseille. Le 4e pour Abdou Diallo, qui n'a pas beaucoup joué l'année dernière et qui revient, c'est un peu plus explicable. Et le Paris Saint-Germain qui revient aussi d'une très très longue saison, même s'il y a eu le confinement, avec le Final 8, bien sûr, on l'a bien compris. Et loin de nous l'idée de fustiger le Paris Saint-Germain qui, on le sait, va aussi revenir normalement dans la course. Mais face au Paris Saint-Germain, il y a déjà un premier test cette saison, puisque déplacement du côté de Nice, des Niçois qui se sont bien renforcés lors du mercato, lors de l'intersaison, et des Niçois, Hugo, qui réussissent très très bien à l'Alliance Riviera. Oui, ils sont plutôt à l'aise à domicile. On vous montre ce chiffre. 19, c'est le nombre de matchs consécutifs à domicile en Ligue 1, durant lesquels Nice a inscrit au moins un but. Il y a eu un match à domicile pour l'instant cette saison. C'était la première journée contre Lens, où Nice avait gagné 2-1 avec un doublé de Gouiri. Et on se rappelle l'année dernière, Nice avait aussi marqué à l'Alliance Riviera, mais Nice avait perdu 4-1, une défaite 4-1 contre le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, voilà, le Nice aime marquer chez eux. Vincent. Sur ces 19 matchs, j'ai regardé un petit peu. Donc, le bilan, c'est 11 victoires, 5 matchs nuls et 3 défaites. Et la dernière défaite, le dernier match où Nice n'a pas marqué à domicile, c'était il y a 2 saisons face à Caen, à la 33e journée, une défaite 0-1 du coup. Les Niçois, ils marquent souvent, en tout cas lors des 19 derniers matchs à domicile, mais ils marquent peu quand même. Beaucoup de réalisme, Vincent. Oui, beaucoup de réalisme. On le voit avec un chiffre très parlant. 5 tirs cadrés, 5 buts. Donc voilà, ce que ça montre, vous le dites Paul, c'est une efficacité redoutable. Mais on sait que ce genre de série, ça ne dure pas. On ne peut pas s'appuyer sur un tel bilan quand ça va être moins efficace. Ça va forcément moins bien marcher pour Nice. Donc ça veut dire qu'on ne se crée sûrement pas assez d'occasions. Il va falloir être plus tranchant dans les 30 derniers mètres. Kasper Dolberg, qui a marqué 2 buts déjà lors du début de saison niçois, mais qui ne sera pas là, touché par le coronavirus. Ils peuvent croire à l'Europe, les Niçois. On sait en tout cas que c'est l'objectif à très court terme de Julien Fournier et de Jean-Pierre River, et qu'à terme, ils aimeraient bien pouvoir concurrencer des équipes comme Lyon, Marseille ou Monaco. C'est l'un des recrutements les plus équilibrés et intelligents lorsque vous allez chercher à la fois Ronny Lopez, Gouiri, Hassan Kamara pour sa vitesse, Schneiderlin pour mettre un peu d'impact dans l'entrejeu. Vous avez des profils différents, mais ces profils-là ont toujours la même idée. Cette efficacité que vous avez montrée par vos chiffres permettre à Dolberg d'être dans les meilleures solutions. C'est qu'avec Lopez, avec Camara et les autres, il aura des ballons. Ce ne sera pas pour ce week-end, mais il est le symbole de ce Nice qui sait gagner sans marquer trop, mais qui est très très efficace. C'est à l'image en fait du du Nice de Vieira. Finalement, beaucoup de victoires avec un seul but d'écart. Une qualification, une fin de saison où Lyon est passé devant, Nice est passé devant Lyon au prorata des matchs joués. On l'a vu. Ils sont totalement égalité avec Reims. Ils ont réussi à se qualifier en Ligue Europa la saison passée, grâce à leur confrontation directe avec les Rémois. Voilà, à exactement. 5e À place. chaque fois, ça joue à un petit quelque chose. Et encore une fois, en ce début de saison, ça joue à 5 tirs cadrés pour 5 buts. Ça joue à un Gouiri exceptionnel lors de la première journée face à Lens. Au final, voilà, il a fait 2 exploits individuels. Donc Nice est sur le fil depuis très longtemps. Peut-être qu'un jour, ça va tomber. Alors, il aura du boulot à Amine Gouiri. Vous voulez rajouter quelque chose, Non, Hugo ? c'était une des critiques aussi qui est mise sur le jeu de Patrick Vieira, c'est-à-dire que ça manque de dynamique collective. On a vu, il y a eu beaucoup de recrues en fin de saison l'année dernière, ça a mis du temps à prendre. Mais voilà, les critiques reviennent quand même sur le jeu de Patrick Vieira, donc il faudra qu'il redresse la mise, parce que c'est vrai que Nice se crée très peu d'occasions et ça peut leur être fatal contre une équipe contre le Paris Saint-Germain. Il a fustigé le jeu de son équipe après la défaite face à Montpellier. Un non-match de ses hommes, Patrick Vieira. On verra si ces hommes réussissent à faire mieux face au Paris Saint-Germain. Ce sera, on vous le rappelle, horaire inhabituel, dimanche au cœur d'un week-end complètement foot sur les antennes du groupe Canal. Dimanche à 13h, prise d'antenne, 12h40. On s'intéresse à un autre match Canal du week-end. Ce sera samedi à 21h, Rennes face à Monaco, avec des Monégasques qu'on va voir jouer, qui ont un tout nouveau projet, arrivé d'un nouveau directeur sportif, arrivé d'un nouvel entraîneur, changement également dans l'organigramme du club, je vais y arriver, et également au niveau des joueurs. Oleg Petrov était en conférence de presse, évidemment. Il ambitionne de retrouver les sommets avec l'ASM. C'est difficile de citer, de répondre exactement sur quelle place nous avons fini. Mais exactement, vous savez l'ambition, le plan de le club, les qualités de le club représentent exactement le podium du foot français. Et que c'est sûr, nous nous battrons
pour le maximum. J'espère que l'équipe arrive à cette position qui est peut-être à haut du championnat. Alors, on l'a bien compris, en tout cas, l'ambition de Monaco, c'est de retrouver le podium à très court terme, si ce n'est cette année déjà ou à la fin de cette saison. Est-ce qu'ils en sont capables, les Monégasques? Est-ce que le projet d'Oleg Petrov et de Paul Mitchell peut conduire l'ASM sur le podium dès cette saison? Ce qui est sûr, c'est que l'équipe est meilleure. Incontestablement, l'effectif est plus équilibré, plus structuré. Lorsque vous avez une attaque avec Ben Yedder, Gelson Martin et Kevin Volland, vous pouvez battre n'importe qui sur un match. On est en train de s'équilibrer au milieu de terrain avec Fofana, avec Tchouaméni. Pourquoi? Pour permettre à Golovin ou à Cheikh Fabregas de donner des bonnes passes. Et puis j'ai l'impression que c'est un petit peu meilleur derrière avec Dizazi qui va apporter un peu d'impact. C'est jeune, hein, Dizazi, Badiachi il a passé un palier également. Et puis le retour aussi de tous ces joueurs prêtés dans Djibril Sidibé. Il y a de l'expérience, il y a des jeunes, il y a du talent et encore une fois, plus équilibré ce Monaco-là, c'est jouable. Alors ce que vous voyez juste à côté de nous, c'est le classement final depuis la remontée en Ligue 1 de l'ASM. Deuxième, troisième, troisième encore, champion en 2016-2017, second ensuite, 17e et 9e la saison passée. Vincent, il y a moyen pour les Monégasques de retrouver les sommets tout de suite d'habitude, c'est toujours une équipe avec laquelle on compte au début de saison, au même titre que Marseille ou Lyon, pour se battre pour le podium. Déjà, c'est sûr que quand on voit cette série de podiums consécutifs pour Monaco, c'était pendant la période Leonardo Jardim, on avait un projet qui était cohérent. Et puis le mauvais début de saison 2018-2019 qui a ensuite conduit le board à changer, à prendre Thierry Henry, puis à faire revenir Leonardo Jardim. On sort de 2 saisons vraiment sans repère. Et là, effectivement, depuis cet été, on retrouve une cohérence, on va dire une dynamique. Donc il faut du temps pour que ça prenne. C'est vrai que derrière Paris, on ne sait jamais trop comment les forces peuvent se hiérarchiser. Donc, il y a de la place. Ça peut être jouable, mais il faut quand même laisser du temps aussi à Monaco de prendre le fil de sa saison. Finalement, Monaco peut se placer en demi-surprise dans cette saison parce qu'on a eu tendance à les oublier. On le voit là avec ce graphique, 17e, 9e, on ne les voit plus dans les équipes de haut de tableau. Et finalement, il y a un bon recrutement, comme l'a dit Xavier. Ça va jouer beaucoup aussi sur la réussite de Ben Yedder. Est-ce qu'il va autant marquer que la saison dernière? Kevin Volland, on sait que c'est oui. Chaque année, il met plus de 20 buts, quel que soit le championnat. Et à 18 la saison passée. Non, mais toute compétition confondue, entre 20 et 25 buts. Comment il s'entend avec Kevin Volland? Est-ce que Kevin Volland va se faire à la Ligue 1? Ça va aussi se jouer sur ça, même s'il y a un très bel effectif. Mais voilà, Monaco, on avait tendance à les oublier finalement dans les équipes de tête. On disait toujours Marseille, Lyon, Rennes maintenant. Puis Monaco est toujours là. Vrai outsider, en tout cas. Dans le projet qui est... Vincent, si vous voulez. Parmi les joueurs dont on n'a pas parlé, en tout cas, c'est Benjamin Lecomte qui avait fait une saison excellente avec Montpellier, en demi-teinte pour sa première avec Monaco l'année dernière. Cette année, il peut vraiment... prendre toute la mesure de son nouveau club et ça peut être aussi un des hommes forts. Souvent, les gardiens sont meilleurs avec une meilleure défense. Mais aussi, c'est vrai, c'est lié. Hugo, très vite. Hugo. Je vais être dans la continuité de Xavier parce qu'on a souvent reproché à Monaco de ne pas vraiment recruter des joueurs derrière dans la regarde. Exit Glick, exit Jemerson. On a acheté un vrai défenseur de Ligue 1, Axel Disasi, qui est confirmé maintenant. Il a déjà marqué, il est vraiment incorporé au sein du système de Niko Kovac. Donc ça peut leur permettre, avec un Sidibé à gauche qui stabilise un peu la défense, Balotelli qui était plutôt offensif, et avec un Ruben Aguilar qui peut vraiment prendre toute la mesure à droite. Donc voilà, c'est une défense qui est quand même beaucoup plus intéressante que la saison dernière. Alors les Monégasques veulent retrouver les sommets, veulent retrouver la 3e place. La saison passée, ce sont les Rennais qui ont terminé 3e. Et l'affrontement qui nous intéresse, c'est Rennes-Monaco. Oui, tout cela est très bien fait, Vincent. Des Rennais qui ont des chiffres pas vraiment reluisants face aux Monégasques. Tout simplement, l'AS Monaco, c'est la bête noire de Rennes en Ligue 1. On le voit avec ce chiffre, 54% de matchs perdus dans l'histoire entre ces deux équipes pour Rennes face à Monaco. Donc effectivement, sur le papier en tout cas, cette affiche, elle n'est pas forcément de bon augure pour le Stade Rennais. Et d'habitude, on dit oui, l'historique, ça n'a plus rien à voir, mais là, on parle aussi du passé récent et des Rennais qui ont du mal toujours face à l'ASM, même lors des 10 dernières années. Oui, sur les 10 dernières années, c'est une seule victoire de Rennes face à Monaco. Et par contre, d'un autre côté, Rennes, sur les 10 derniers matchs, sur les 11 derniers matchs à domicile, c'est une seule défaite. C'était face à Marseille au mois de janvier dernier. Donc voilà, il y a quand même des motifs d'espoir aussi, le bon début de saison. Mais voilà, Monaco, c'est un adversaire qui ne réussit pas
à Rennes. Alors les Rennais, si les Monégasques ont bien recruté, les Rennais aussi, notamment Serhou Guirassy, l'ancien avant-centre d'Amiens, qui lui fonctionne bien, marche bien en ce moment. Il vient de rejoindre les Rennais, vient de marquer un doublé, il est en pleine forme. Oui, il est en pleine forme, on va le voir avec ce chiffre sur Serhou Guirassy. Alors on a pris ses 5 dernières titularisations et son nombre de buts, qui est le nombre de 6, mais il faut prendre évidemment sur le fil de la saison dernière en Ligue 1. Donc sur ces 5 dernières titularisations, il y avait ce doublé contre le Paris Saint-Germain, ce fameux 4-4, là où ça avait été un peu n'importe comment ce match. Lorsqu'il était encore amiénois. Exactement, quand il était encore à Amiens. Il y a aussi ce but au Vélodrome, Mathias de son souvenir, pour le match nul d'Amiens 2-2. Et puis évidemment, il a commencé le début de saison avec Amiens en Ligue 2. Il marque le but du 1-0 contre Nancy qui permet à Amiens de prendre les 3 points. Et il y a ce doublé, Paul, tu disais, contre Nîmes, où il a été excellent en point de fixation. Et ça peut être intéressant, en tout cas pour le jeune. Au-delà de ces chiffres qui sont passionnants, c'est le joueur, Serhou Guirassy, qui est intéressant parce que ce qu'il crée défensivement, les brèches, ainsi de suite, cette mobilité, c'est ce qui manquait peut-être à l'attaque rennaise de temps en temps lorsque Baïniang était pris la saison passée. Encore une fois, on parle du recrutement, ça bougeait également en coulisses à Rennes et de quelle façon entre un nouveau directeur sportif, un nouveau président et à l'arrivée, ça sent, le recrutement est de qualité. Et Serhou Guirassy, c'est pas un nom flamboyant, mais vous verrez à l'arrivée entre le but, les passes et les actions créées, il sera dans tous les bons coups de Rennes. C'est un profil, effectivement, on sent que c'est un profil qui a été ciblé par rapport au projet de Julien Stéphan. 15 millions, en tout cas, c'est un gros investissement, mais pour l'instant, il est déjà rentable avec ses 2 buts. Il a été très intéressant pour servir aux ailiers de Rennes. On verra alors si les Rennais réussissent à faire tomber les Monégasques et si Serhou Guirassy est de nouveau buteur avec les Rouges et Noirs. Ce sera demain, samedi soir à 21h sur Canal. Le programme complet de cette 4e journée de Ligue 1, on recommence à avoir à peu près toutes les équipes au même nombre de matchs et les classements vont désormais être intéressants à suivre. Ce soir, Lyon-Nîmes, demain, Lens-Bordeaux, Rennes-Monaco, on en a parlé, ce sera sur Canal. 3 matchs cette semaine sur Canal, le Nice-Paris Saint-Germain de 13h et le très attendu et très intéressant Nantes-Saint-Etienne, puisqu'on le rappelle, les Stéphanois, un classique du championnat de France, et les Stéphanois surtout sont leaders, seule équipe à avoir acquis 9 points sur 9 possibles. Vous le savez, 3-5-2, ce sont des chiffres, ce sont des stats, mais ce sont aussi des découvertes de jeunes joueurs. Et cette semaine, on va se tourner vers vous, Mathias, pour nous faire découvrir Bilal Brahimi, joueur prêté par Reims, qui joue au Mans en national et qui est un futur très bon joueur. Exactement, un joueur de 20 ans qui, vous l'avez dit, est prêté par Reims. C'est un ailier gauche ou ailier droit, il est ambidextre. Ça aussi, c'est une force, une grosse force pour un joueur parce que de quel côté qu'il joue, eh bien, il peut faire d'excellents centres. On le verra. Il n'est jamais en faux pied. De ses qualités. Il n'est jamais en faux pied. Il vaut mieux avoir 2 bons pieds que 0. Quoi. Un peu Ça arrive à certains d'avoir Ousmane Dembélé, il a les 2 pieds aussi. Il fait un bon début de saison avec Le Mans. 5 matchs, 2 buts, 1 passe décisive. Et on va le découvrir en images. Il est donc prêté par Reims. Voilà, c'est lui, Bilal Brahimi, 1m83, c'est un beau bébé aussi. Il peut jouer des 2 côtés et c'est un joueur qui dégage beaucoup de puissance, un gros coffre. Il aime bien partir de très loin pour se créer des occasions. On va voir cette action qui va ressembler à un but qu'il a marqué cette saison. Bien joué le gardien. Il est très difficile à bouger, vous allez le voir, il faut souvent faire une faute sur lui ou s'y mettre à 2 voire 3 pour lui récupérer ce ballon. Voilà, bon, là il n'y a pas de faute sur lui, mais voilà, c'est quelqu'un qui aime partir de très loin. Et ici on va le voir, un joueur, un deuxième, un troisième, c'est très dur de le bouger. Et on va le voir là aussi sur le ralenti, il est assez intelligent, il va le demander la faute pour faire arrêter les défenseurs et finalement il va repartir pour ce centre. On va voir beaucoup de centres de sa part, c'est une excellente qualité de son côté. Des centres très intelligents, par exemple là il a vu la solution en retrait. Il est ambidex, mais il aime bien le pied gauche quand même. Une super passe décisive. Toujours pied gauche. Super passe décisive, on va en voir un aussi du droit qui est excellent de sa part. Voilà, enfin. Pour ne pas me faire mentir, voilà. Même si la finition n'est pas excellente. Et il a marqué 2 buts cette saison, donc un ici relativement simple pour lui. Il faut bien quand même l'enrouler. On va voir ici aussi, là, il va aller chercher son but tout seul. Il va se créer l'occasion, il va aller chercher les contres, très vif, malgré sa taille, malgré son coffre. C'est un joueur intéressant à suivre. Lui, il l'a dit, son objectif, c'est tout casser pour jouer avec Reims la saison prochaine, donc il va vraiment tout donner. Il joue aussi énormément, vu qu'il a du coffre, il a joué à Middlesbrough chez les jeunes avant d'être recruté par Reims. Donc ça lui permet aussi d'avoir pris du coffre et de jouer 90 minutes par match. Convaincu? Oui, convaincu.
Bon, en tout cas, on aura l'occasion de revoir Je Bilal suis. Brahimi sur les antennes de Canal, puisque vous le savez, la grosse affiche, c'est habituellement le lundi à 20h45 sur Canal Plus Sport. Et ce soir, bien sûr, tous les résultats du National et les images dans le Light Football Club Le Mans qui joue à Bastia Borgo. Déplacement soir à 20h. sur l'île de Beauté pour les Manceaux. On s'intéresse, nous, à présent, au choc du week-end, à ce Chelsea-Liverpool. Ce sera dimanche à 17h30 en direct sur Canal Plus Sport à l'heure du thé. Et oui, c'est bien fait aussi pour les Anglais. Chelsea-Liverpool avec évidemment une équipe qui nous intéresse, ce sont les Reds, champions en titre, mais également les joueurs de Chelsea et l'effectif de Frank Lampard qui s'est beaucoup renforcé. On y reviendra un petit peu plus tard. D'abord, on va voir que les joueurs de Chelsea ont bien redémarré depuis le restart. Bah oui, parce que finalement, on a eu une intersaison assez courte, donc on s'est intéressé à la série de Chelsea depuis le restart, donc après cette période de confinement. Et donc, Chelsea, c'est tout simplement la meilleure équipe après Manchester City sur cette période en termes de points, 21 points pris. Donc, la dynamique des Blues de Lampard sur la fin de saison dernière et le début de cette saison, bon, ils ont joué un seul match, c'était face à Brighton lundi, est excellente. Victoire 3-1 sur la pelouse de Brighton. Donc, en ce moment, ça se passe bien pour les Blues. Avant même le début de la saison, on l'a vu avec vous, Vincent, mais les Blues, ils ont en plus, Hugo, une vraie culture face aux champions en titre et ils les jouent ce week-end. Ils ont une autre âme, effectivement, Paul. Ils ont une belle série en cours face aux champions en titre. 13, c'est la série de matchs sans défaite à domicile, il faut bien préciser, pour Chelsea. Face aux champions en titre en Première Ligue, vous le voyez avec 7 victoires et 6 nuls. L'année dernière, Chelsea avait battu Manchester City le 25 juin dernier 2-1 avec des buts de Pulisic et Willian. Donc Liverpool a du souci à se faire. Et c'est ça qui avait offert le titre à Liverpool, si je ne m'abuse. Effectivement. Right. Vous êtes convaincu par cette équipe de Chelsea depuis le début de la saison, Xavier ou... Et par son recrutement, on va en parler, c'est quand même absolument incroyable. Lorsque vous avez Verts, Werner, Chilwell, Ziyech, bon, je crois qu'il est blessé actuellement, mais qui va arriver. Il y a Thiago Silva, il y a Malang Sarr. Là aussi, on a mis de gros billets sur la table. Mais surtout, on a fait un recrutement en vivacité. Et cette idée, on le verra avec des compositions probables ou possibles des uns et des autres, de trouver de l'équilibre, rester l'équipe qui joue, mais mieux défendre. Ce sera la gageure, en tout cas, de Frank Lampard. On va y revenir sur ce recrutement XXL des Blues dans quelques instants. Avant cela, pour montrer que Chelsea est une équipe qui performe avant même l'arrivée des recrues de cette intersaison, intéressons-nous, Mathias, à ce comparatif qu'on s'est amusé à faire entre le Chelsea de Maurizio Sarri d'il y a 2 saisons et celui de Frank Lampard de la saison passée. Ouais, ce qu'on imagine avec Maurizio Sarri, souvent, c'est beaucoup de buts marqués, beaucoup de buts encaissés, le football total, et il va un peu nous faire mentir avec cette comparaison. Chelsea a moins encaissé de buts avec Sarri qu'avec Lampard, 1,03 par match avec Sarri et 1,41 par match avec Lampard. Et c'est avec Lampard que les Blues marquent le plus, 1,85 buts marqués par match contre 1,66 avec Sarri. Donc ça nous fait mentir sur cette imagination du Sarri football total. L'autre stat assez étonnante, c'est le pourcentage de clean sheet. 42% avec Maurizio Sarri et seulement 23% avec Lampard. En définitive, c'est cet aspect plus défensif qui réussit le plus parce qu'il y a eu 1,89 points par match avec Sarri contre 1,77 avec Lampard. C'est donc Sarri avec sa meilleure défense qui a réussi à avoir le plus de points. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion là, Xavier, quand on regarde ce graphique? Parce qu'on voit que Lampard marque plus de buts et en même temps il en encaisse plus également que Sarri. Est-ce qu'on peut dire là, en voyant ce graphique-là, qu'il y en a un des deux qui performe plus que l'autre? Par les chiffres, oui, mais je pense que Lampard, il a un projet à 2 ou 3 ans. Et là, le projet est en train d'accélérer. L'idée, c'était remettre Chelsea à une place plus conforme à ses ambitions. Ils ont fini fort quand même, là, dans ce top 5. Et on se dit qu'avec peut-être une saison régulière, peut-être qu'on aurait vu autre chose de la part de Chelsea, même si les jeunes Blues, petit à petit, les bébés Blues, ont tiré la langue au bout d'un moment. Mais j'ai vraiment l'impression que cette équipe-là va faire très fort cette année parce qu'il y a les jeunes, il y a l'ossature, il y a des recrues de qualité. Il faudra un peu de temps pour que la mayonnaise prenne, mais je pense que Lampard est dans l'acte 2 de la fusée. On va suivre ce qu'il fait cette année. Alors la saison passée, Frank Lampard avait été presque contraint d'incorporer ces jeunes dans son effectif, puisque Chelsea, on le rappelle, avait été interdit de recrutement. Cette année, c'est terminé, les Blues ont pu recruter. Et quel recrutement, Vincent? On peut dire qu'effectivement, les Blues se sont rattrapés. 223 millions d'euros de dépenses cet été. Avec Havertz, 80 millions, Werner, 53, Chilwell, 50, Ziyech, 40 millions. Les arrivées de Thiago Silva et de Malang Sarr libres. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est a priori l'arrivée d'Edouard Mendy pour un deal de 22 millions d'euros. Donc à rajouter plus 6 millions d'euros de bonus. Donc à rajouter à ce bilan. Et Thiago Silva, je pense aussi qu'il y a eu une belle prime à la signature. Donc on est autour de 250 millions d'euros d'investis. Voilà, Il va falloir vendre quand même, non?
Voilà, les Blues se sont bien rattrapés. 223, c'est quasiment le prix de Neymar, Ouais, à lui tout seul, pour un mercato entier de Chelsea. C'est cohérent ce recrutement. Vous en parliez tout à l'heure du recrutement en général, mais est-ce que là, vous le trouvez cohérent avec des profils comme Havertz, Werner, Chilwell pour jouer côté gauche? Mais encore une fois, c'est l'an dernier, 3e attaque de Première Ligue, mais 11e défense. Je crois que toute compétition confondue, c'est 79 buts encaissés, Chelsea. Donc C'est beaucoup. l'idée de Lampard, j'aime bien cette idée-là. Jouer au foot et attaquer, c'est pas partir tête baissée vers l'avant. C'est un petit message pour les jeunes, mais pas que. L'idée, c'était de trouver un équilibre autour de Jorginho et Kanté. On va plus partir probablement en ce début de saison sur un 4-2-3-1, mais c'est de mettre de la vitesse et mettre Werner dans les meilleures conditions. Mais vous avez du talent, vous avez des investissements sans risque avec ces joueurs-là. Ça serait quand même le diable si Havertz, Werner, Chilwell, Ziyech et les autres passaient à côté dans une saison. S'il n'y en a que 2 sur 4 qui sont bons, vous aurez tout de suite un meilleur Chelsea. Alors justement, avec ce recrutement XXL, on s'est amusé à vous demander vos compositions d'équipe, votre compo idéal de Chelsea. On commence avec vous, Hugo, 4-2-3-1. En tout cas, c'est le système que vous avez choisi. Oui, c'est un système que je pense qui colle aux qualités de Chelsea et aux nouveaux arrivants, parce qu'on le sait, Xavier le rappelait, ils ont eu des gros problèmes défensifs la saison dernière. Donc déjà, un Thiago Silva pour calmer cette défense et prendre Zouma sous son aile et l'aider à progresser, je pense que ça peut être intéressant. Un Azpilicueta, on aurait pu mettre un Reece James, qui est un des jeunes baby qui a confirmé la saison dernière, mais il faudra aussi stabiliser, parce que c'est une attaque qui ne va pas beaucoup défendre à mon avis entre Pulisic et Ziyech. Ça sera quand même beaucoup plus occupé dans l'animation offensive qu'à venir aider ses copains derrière. Donc Azpilicueta pour sécuriser le côté droit. Chilwell, évidemment, la recrue de Leicester qui apportera sur son côté gauche avec sa qualité de centre. Deux milieux, Kovacic, Kanté pour récupérer les ballons. Kanté, on sait qu'il compte pour 2, donc ça sera pratiquement un milieu à 3. Ziyech, et on le sait, Frank Lampard aime l'adaptabilité tactique et ses joueurs aiment beaucoup permuter. Et entre Kai Havertz et Ziyech, ça va beaucoup permuter. Donc ça sera une attaque imprévisible avec Pulisic qui a fait une bonne fin de saison dernière. Évidemment, Timo Werner, la recrue devant, qui a déjà marqué contre Brighton. La composition de Mathias Manteghetti est semblable à celle d'Hugo. Néanmoins, vous avez 2 changements, un au milieu de terrain et un sur le poste de latéral droit. Elle est semblable et un petit peu plus déséquilibrée, un petit peu plus offensif. C'est très bielsesque. C'est ça, exactement. J'ai mis l'expérience en défense centrale pour faire place à Harris et James. Et puis Jorginho, un petit peu plus offensif que Kovacic. Je sais que Kovacic a été un excellent joueur la saison passée en Première Ligue. Mais je préfère le profil de Jorginho. Évidemment, l'attaque ne bouge pas. Pour moi, ce recrutement a été fait pour jouer en 4-2-3-1. Et donc, avec 4 défenseurs seulement. C'est plus offensif que du côté d'Hugo. Ne sera plus plaisant à voir jouer. Alors, mon cher Mathias, il y a quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec vous, que cette équipe, elle n'est pas faite pour jouer en 4-2-3-1. C'est Vincent Tricoli qui, lui, joue en 3-5-2. Mais je joue même en 3-4-2-1. En fait, 3-4-2-1. Ah oui, 3-4-2-1. Oui. Effectivement, j'ai, comme mes compères, beaucoup étudié l'effectif de Chelsea avec ses nouvelles arrivées. C'est un peu le sapin de Noël, ça. Ouais, dans c'est Ancelotti, l'histoire de sapin de Noël. Ouais. Mais en fait, je me suis rendu compte que quels étaient les systèmes préférentiels de Lampard sur la saison dernière, et notamment depuis le restart, c'est le 4-3-3 et le 3-4-2-1 ou 3-4-3. Et je trouvais que le 4-2-3-1 était trop déséquilibré, alors qu'avec cette composition-là, je pense qu'on peut mettre en valeur justement les nouveaux arrivants, notamment offensifs, avec Havertz, Ziyech et Werner. Havertz, on sait que c'est pas un joueur de côté gauche, mais ici, dans ce système, il est plutôt un milieu offensif excentré. Mais ça permet d'avoir derrière Azpilicueta, je pense, à son meilleur poste. Je pense qu'il n'a plus le bagage pour jouer piston où je mets James. Et ça serait presque dommage de le mettre dans une défense centrale à 2. Avec Thiago Silva, avec Zouma. Moi, personnellement, j'ai une préférence pour Rudiger, mais j'ai l'impression quand même que du côté de Lampard, c'est Zouma qui est devant dans la hiérarchie. Au milieu, Kanté, Jorginho. Je pense que Kovacic aussi, ça va tourner entre ces deux-là. Mais voilà, ça me paraît être le système le plus équilibré et c'est celui qu'à mon avis Lampard va utiliser cette saison. On aura l'analyse de Xavier dans quelques instants qui choisira la meilleure composition d'équipe. Une telle Mathias. compo, ça fera quand même beaucoup de malheureux sur le banc. Offensivement, ça fait 6 choix pour Lampard. Loftus-Cheek, Mount, Hudson-Odoi, Abraham, Giroud et Pulisic qui seraient sur le banc avec cette composition-là. Ouais, et seulement 3 changements. C'est ce que j'allais en vous première dire. ligue. Alors non seulement il n'y en a pas un de vous qui met Tammy Abraham qui a quand même réalisé une super saison pour une première saison. Personne ne met Mason Mount qui était une des révélations de la saison de première ligue. Qui va jouer beaucoup. Leur problème, c'est que Werner et Havertz sont arrivés. Quand tu mets 80 millions sur Kai Havertz. J'hésitais justement avec un système en 4-3-3 qui était le système le plus utilisé. Dans ce système-là, j'aurais mis, avec Kanté et Jorginho, j'aurais mis Mason Mount. Mais ça me semblait malgré tout déséquilibré parce qu'Havertz et Ziyech, je ne pense pas, comme Hugo l'a dit, qu'ils vont faire un gros travail défensif.
Donc, On parle quand même des joueurs qui ont été sélectionnés en équipe d'Angleterre la saison passée et qui sont devenus internationaux grâce à l'exposition qu'ils avaient avec Chelsea et surtout avec leur belle performance. Xavier, votre avis sur... Non, pas très court, vous avez le temps. Votre meilleure composition d'équipe, vous pouvez même aller commencer à nous donner une autre piste si jamais il n'y en a eu aucune de ces trois qui vous conviennent. Vous avez parlé Mason Mount avec Pulisic qui tournerait plus régulièrement. Moi, j'aime bien les trois compositions. Je vais faire ma Suisse de base. Ouais, là, vous prenez pas beaucoup parti, là. Hein. C'est le propos premier, mais je préfère celle de Mathias. Ouais, effectivement, parce que je pense qu'avec un tel recrutement offensif, c'est pas pour avoir 45 joueurs sur le banc. Il y aura des départs, probablement. Je sais qu'Hudson-Odoi et d'autres sont pas très heureux de toutes ces arrivées. Peut-être que Giroud se pose des questions. Il est peut-être pas encore capable de refaire l'exploit XXL qu'il a fait l'an dernier, de s'imposer sur 4 mois et de redevenir presque un joueur clé alors qu'il était au bord du banc de Chelsea. Est-ce qu'il en a physiquement et mentalement les capacités? Je ne sais pas. Mais dans cette logique-là, un 4-2-3-1 pour commencer, oui. Qui est cette possibilité de jouer parfois en 3-4-2-1? Pourquoi pas, là on pinaille, mais c'est vrai que le 4-2-3-1 me semble plus équilibré. Vous avez l'assise principale défensive que cherche Lampard, et puis de la vitesse et du talent. Et toutes les rotations que vous ferez offensivement trouveront une logique. Jorginho, Kanté, moi ça me plaît. Eh bien, on verra en tout cas ce que fait Chelsea durant cette saison. En tout cas, c'est vrai que les Blues sont un sérieux outsider. Non pas peut-être pour le titre de champion, mais en tout cas pour se rapprocher de cette lutte à deux qu'on a vue depuis quelques années entre Liverpool et Manchester City. Tiens, le programme complet de cette journée de Première Ligue, la deuxième avec Everton, West Bromwich à 13h30. Tous les matchs seront diffusés. Vous pourrez voir les 20 équipes de Première Ligue ce week-end sur les antennes du groupe Canal. Leeds, Fulham, le duel entre promus avec Marcelo Bielsa qui sera là à 16h évidemment. Manchester United, Crystal Palace, 18h30, ça ce sera sur Canal. Arsenal joue à 21h, Newcastle Brighton à 15h dimanche dans un dimanche complètement foot avec entre les deux matchs de Ligue 1. Et puis ça continuera lundi, Aston Villa, Sheffield United, Wolverhampton, Manchester City pour le début des Citizens. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier, messieurs. Merci d'avoir été dans 3-5-2. Merci d'avoir décrypté cette nouvelle journée, ce nouveau week-end de foot sur les antennes du groupe Canal. Merci également à toutes les équipes éditoriales de Laurent Bossa qui ont préparé cette émission et à la réalisation, Alexis Frémont. À bientôt et vous pouvez nous retrouver bien sûr sur tous les réseaux sociaux et sur MyCanal. Bon week-end de foot.